C'est finalement fait au Soudan. Les généraux et les meneurs de la contestation ont paraphé aujourd'hui une déclaration politique, premier pas vers un gouvernement civil. L'accord sur le partage du pouvoir est qualifié de crucial après des mois de troubles marqués par la destitution du président Omar el-Béchir et par une répression brutale. Compte rendu, Blanche Sanou. L'accord qui a mis fin à des journées de spéculation sur la concrétisation éventuelle d'impact annoncé plus tôt ce mois-ci a été paraphé à Khartoum en présence de médiateurs africains. À l'issue d'une nuit de pourparlers, les deux parties ont signé une déclaration politique, premier pas vers un gouvernement civil, principale revendication des contestataires. C'est un moment historique pour le peuple soudanais et son mouvement de lutte. Cet accord a ouvert une nouvelle ère de partenariat prometteuse entre les forces armées et toutes les forces organisées et les dirigeants de la glorieuse révolution soudanaise, ainsi que nos partenaires des forces pour la liberté et le changement. Cet accord est le fruit de la lutte du peuple soudanais. Les membres de la coalition de l'opposition saluent également l'accord qui servira de tremplin vers la démocratie. Nous entamons aujourd'hui une nouvelle phase, une phase dans laquelle nous pourrons compter sur nous-mêmes et nous éloigner de tout ce qui nous divise. Le Soudan est pour tout le peuple soudanais et oui, ceux qui ont signé ici aujourd'hui font partie de la révolution. Un conseil souverain composé de 5 militaires et 6 civils sera chargé de mener la transition pendant un peu plus de 3 ans. Les militaires présideront cette instance pendant les premiers 21 mois. Les civils prendront la relève pour les 18 mois restants. Des discussions doivent cependant avoir lieu dans les prochains jours sur d'autres points, notamment sur la question de l'immunité absolue, réclamée par les militaires au pouvoir et rejetée par le mouvement de contestation. Outre le sujet de l'immunité, reste encore en attente la question de la création d'un parlement de transition et celle du retrait des milices encore présentes à Khartoum et dans d'autres villes du pays. Des troubles à Goma, cette grande ville de la République démocratique du Congo, déjà préoccupée par le premier cas mortel d'Ebola. Au moins 2 personnes ont été tuées hier soir dans des actes de banditisme, ce qui a réveillé la colère des habitants. Ils sont descendus dans la rue aujourd'hui avec parfois des chants hostiles aux forces de l'ordre. De Goma, le reportage de Charlie Kasereka. Il était aux environs des 19h30, heure locale, quand des hommes bien armés, habillés en tenue de l'armée et d'autres en tenue de la police, mais aussi en civil, ont surgi sur l'une des avenues des quartiers Bouéné, au nord de la ville de Goma. Les assaillants ont voulu enlever 2 personnes trouvées sur place. L'une d'elles a résisté, refusa d'être amenée dans la brousse. Alors les assaillants ont ouvert les feux, tuant sur les champs cet homme et un autre qui voulait les secourir. Cette version des faits provient de la police ici à Goma. Dans ce quartier, les habitants se considèrent comme abandonnés par les autorités. Après avoir fait leur banditisme, ils se dirigent toujours vers le parc, là où ils sont logés. C'est une question de faire une traque contre les FDLR et la population va vivre paisiblement si une fois on peut constater que ce sont les FDLR qui sont en train de venir tuer la population. Ce matin, 2 morts ont été enregistrés, un blessé grave admis aux soins et un autre porté disparu, apparemment amené par les assaillants qui ont pris la direction du parc de Virunga voisin. En colère, les habitants de ces quartiers ont voulu apporter les corps de la victime à la morgue de l'hôpital de référence de Goma. Devant cette morgue, la foule très déterminée refusait l'accompagnement de la police. Rappelons qu'il y a près de 3 mois qu'une autre incursion des bandits armés non identifiés avait fait au moins 3 morts au même endroit, tandis que 3 autres civils portés disparus n'ont toujours pas été retrouvés. La Chambre basse du Congrès américain a adopté une motion hier condamnant des propos jugés racistes du président Donald Trump, une accusation qu'il rejette en bloc tout en continuant d'attaquer les 4 élus démocrates issus de minorités. Pour les observateurs, c'est un bras de fer qui révèle de profondes divisions dans le pays, comme nous l'explique notre correspondant Jim Malone, récit Salwa Jaafari. Donald Trump persiste et signe, défiant. Il a retweeté ce matin pour appeler les élus de son parti à ne pas tomber dans le piège tendu selon lui par ses adversaires. Il va plus loin, notre pays est libre, magnifique et prospère. Si vous le détestez ou si vous n'êtes pas heureux ici, vous pouvez partir.
Vous avez vu ce qu'ils ont dit. J'ai des clips ici, des déclarations des plus infâmes, des plus horribles sur notre pays, sur Israël et sur d'autres. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent partir, ils peuvent rester. Les commentaires de Donald Trump sur les 4 démocrates ont suscité de nombreuses critiques qu'il accuse notamment d'être racistes. Je pense que ce que le président Trump a fait était tout simplement odieux. Faire appel au pire de l'instinct humain, diviser l'Amérique. Aucun président n'avait fait cela auparavant. Pendant ce temps, plusieurs candidats à l'élection présidentielle démocrate, y compris le favori Joe Biden, battent campagne. Il n'y a jamais eu de président dans l'histoire américaine qui ait été aussi ouvertement raciste et source de discorde. Imaginez comment cela résonne partout dans le monde. Dans le camp adverse, les opinions sont divisées. J'aimerais nous voir dépasser tout cela, mais je crains qu'avec les commentaires qui ont été lancés, nous nous retrouvions dans le genre de division qui est si destructrice pour notre esprit national. Eh bien, le président n'est pas raciste. Le président n'est pas raciste et je pense que tout cela n'est pas bon pour le pays. Mais cela vient de tous les points de vue idéologiques. Alexandria Ocasio-Cortez, new-yorkaise membre du Congrès, fait partie des 4 membres de la Chambre visés par le président. Elle a exhorté les Américains à ne pas se laisser distraire par ces attaques. Et la première chose que je voudrais dire aux enfants de tout le pays est que peu importe ce que le président dit, ce pays vous appartient et il appartient à tout le monde. Les déclarations de Donald Trump ne semblent pas nuire à sa popularité parmi les électeurs républicains. Son taux d'approbation a même gagné 5 points pour passer à 72%, selon un sondage de Reuters, IPSOS, réalisé lundi et mardi. Ivanka Trump également dans le collimateur. La fille et conseillère du président américain qui accompagnait son père lors de sa tournée diplomatique en Asie continue de faire l'objet de critiques. Son apparition la plus commentée, celle au grand rendez-vous du G20 à Osaka au Japon. Des observateurs se demandent si le président la prépare à jouer un rôle encore plus important à l'avenir. Patsy Widakusrahwa, correspondant de la VOA à la Maison-Blanche, s'est penché sur la question. Dili Diko raconte. Côtoyer les leaders mondiaux, se rendre dans la zone démilitarisée entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Quel beau coup! Voler la vedette au diplomate numéro 1 du pays. La belle et la bête. Ivanka Trump semble être partout ces derniers temps. La matinée a été productive, c'est le moins qu'on puisse dire. Lorsqu'il a nommé Ivanka Trump et son mari Jared Kushner conseiller en 2017, le président a été accusé de diriger le pays comme une entreprise familiale. Sa décision a d'ailleurs mis à rude épreuve la loi anti-népotisme, une législation adoptée en 1977, en partie à cause de la nomination de Robert Kennedy comme procureur général par son frère John Fitzgerald Kennedy. En 2017, un avocat du ministère de la Justice a formulé un avis affirmant que le président a une autorité de recrutement spéciale pour les postes à la Maison-Blanche exemptés de la loi anti-népotisme. Le travail d'Ivanka Trump n'est pas rémunéré, mais les détracteurs soutiennent que sa présence à ce poste reste problématique. Elle est clairement l'objet des critiques de népotisme, mais elle ne s'en préoccupe pas. Sert-elle les meilleurs intérêts des États-Unis ou représente-t-elle les meilleurs intérêts de l'entreprise familiale? Ivanka Trump apporte son soutien à des projets tels que l'Initiative pour le développement et la prospérité des femmes. Les opportunités créées par l'autonomisation des femmes impactent la manière dont elles soutiennent leur famille, leur communauté et la prospérité dans leur pays. Certains accueillent avec bienveillance son influence sur le président dans ces domaines. J'ai l'impression que les gens achètent ça. L'idée que c'est un projet d'Ivanka, elle est à même d'influencer les choses. J'espère donc qu'elle pourra continuer à faire ça dans la durée. Son portefeuille à l'échelle nationale inclut des efforts pour la création d'emplois et la lutte contre la traite des êtres humains. Les gens se demandent si c'est le signe qu'Ivanka deviendra peut-être une future dirigeante politique, que Trump essaie de la préparer. Cette trajectoire n'est pas à exclure. Au cours de la campagne de 2016, Trump avait accusé son ancienne rivale Hillary Clinton d'avoir construit une dynastie politique.
Les experts soulignent que les Américains sont disposés à accepter des familles au sein du gouvernement, mais seulement s'il s'agit de personnes qualifiées. Lorsque le président a été interrogé sur ses ambitions pour sa fille, sa réponse a été claire. La préparez-vous à prendre la relève? Non, je ne la prépare pas. De la Terre à la Lune, nous revivons cette semaine la mission américaine Apollo 11. Il y a 50 ans, s'arrachait du sol la fusée Saturn V, avec à son bord Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins. L'endroit où cette fusée a été fabriquée est aujourd'hui connu comme Rocket City. C'est à Huntsville, dans l'Alabama. Et c'est dans cette ville que les Américains fabriquent leurs fusées depuis les années 60. Arzuma Compaoré. C'est à Huntsville que dans les années 1950 et 1960, le scientifique Wernher von Braun a dirigé le Marshall Space Flight Center de la NASA dans le développement de la fusée Saturn V. La fille de von Braun, Margaret, dit que son père et son équipe n'ont jamais douté du succès de leur effort et du programme Apollo. Nous avons juste grandi avec cette présomption de succès et je pense que c'est ainsi que l'équipe de la fusée s'est comportée. Margaret von Braun était parmi les invités qui se sont réunis à Huntsville pour les célébrations du 50e anniversaire, rendant ainsi hommage aux milliers de personnes qui ont fait du noble objectif de faire atterrir un homme sur la Lune une réalité. Le lancement des premiers astronautes qui ont posé les pieds sur la Lune en 1969 est une mission qu'elle a personnellement vécue aux côtés de son père, considéré comme le père de la science des fusées. C'était mon premier lancement, il n'y a vraiment pas de mots pour le décrire, c'est ce que la plupart des gens disent. Je n'oublierai jamais le bruit et la puissance du moteur et la lenteur avec laquelle la fusée se déplace avant de quitter la tour. Liliane Duran, âgée de 12 ans, n'était pas née la dernière fois que des humains ont mis les pieds sur la Lune. Mais elle espère que les célébrations de l'anniversaire de la première visite lunaire susciteront un intérêt accru pour le programme spatial au sein de la nouvelle génération. Nous voulons aller plus loin et explorer. Un désir séculaire qui a nourri l'imagination et la carrière éventuelle de nombreux astronautes et ingénieurs chevronnés de la NASA, y compris Homer Hickam, auteur du livre populaire Rocket Boys. C'est quelque chose que nous commémorons et qui constitue aussi, je pense, un tremplin pour l'avenir. Le 50e anniversaire a également été l'occasion pour Rocket City de lancer 5000 fusées bouteilles afin de battre un record du monde Guinness. Non loin de là, l'avenir du vol spatial habité se dessine au Marshall Space Flight Center, où de nouvelles fusées et technologies sont testées pour de futures missions sur la Lune et éventuellement sur Mars. Aujourd'hui, sur le continent africain, une fille sur 10 ne va pas à l'école quand elle a ses règles. D'autant qu'elles n'ont pas le moyen pour s'acheter le paquet de protection hygiénique qui coûte trop cher. Toute aide qui permet de lutter contre le décrochage scolaire des filles en Afrique est évidemment la bienvenue. C'est un tel projet d'hygiène qui a motivé une jeune Américaine de la Virginie à collecter des dons dans son quartier et effectuer un voyage au Zimbabwe afin de les remettre aux filles qui en ont tellement besoin là-bas. Le reportage de Faiza El Masri est relaté par Irénée Hermanumbo. Des années passées dans le scoutisme ont permis à Nilam Pofu de s'apprêter à servir les autres. À l'époque où je recevais ma médaille d'or en tant que guide scout, je pensais à faire quelque chose de différent et l'idée m'est venue d'aider les filles au Zimbabwe. La lycéenne de 16 ans a fabriqué des boîtes de collecte qu'elle a disposées à divers endroits de son quartier en Virginie où les gens déposent leurs dons, des produits de santé et des vêtements. J'ai commencé à recevoir constamment des dons et surtout à faire passer le message à mes amis. Ensuite, ils le disent à leurs parents et tout le reste. Après des mois de collecte, Nilam Pofu se retrouve devant des montagnes de produits de première nécessité et des produits d'hygiène féminine dont elle a besoin pour son projet. À l'intérieur du sac, j'ai une brosse à dents et une serviette, puis des sous-vêtements. Et en allant au Zimbabwe, je vais y ajouter du dentifrice, des serviettes et des tampons supplémentaires.
Help for Others est une association à but non lucratif dirigée par la mère de Nila. Je l'ai soutenu avec des dépliants juste pour l'aider à faire passer le message et à le mettre en contact avec des gens au Zimbabwe. Nila s'est rendue au Zimbabwe et a rencontré des adolescentes à qui elle a distribué des paquets tout en les sensibilisant sur l'hygiène. Ce projet conçu au départ pour aider les filles du Zimbabwe a finalement montré à Nila son potentiel pour l'avenir. Le doux souvenir de ce voyage, dit-elle, n'a pas de prix. Du ballon rond à présent, la Coupe d'Afrique des Nations tire à sa fin, mais en attendant la grande finale dans 2 jours, il y a un match aujourd'hui. Pour tout nous dire, évidemment, nous retrouvons Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba. Bonsoir Jacques et bonsoir à vous, chers amis sportifs. Effectivement, nous ne sommes plus qu'à 48 heures de la finale de cette première CAN à 24 équipes. Ce vendredi à 19h temps universel, le Sénégal affronte l'Algérie au stade international du Caire. Mais bien avant, la petite finale se joue présentement au stade Al-Salam, toujours du Caire, entre le Nigeria et la Tunisie. On va prendre tout de suite la direction de la capitale égyptienne pour retrouver Amdine Si, sur place au téléphone. Amdine, bonsoir. Bonsoir Yacouba. Alors, vous êtes présentement au stade Al-Salam du Caire où se joue cette petite finale. C'est la mi-temps et c'est le Nigeria qui mène au score. Tout à fait, c'est le Nigeria qui mène devant quand même la Tunisie sur le score 2-0. Un but matinal marqué par Igalo à la 32 minutes. Igalo qui devient du coup le meilleur buteur de cette 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations avec 5 réalisations. Mais malheureusement, Igalo est sorti à la 44e minute, le meilleur buteur donc, qui est sorti suite à une blessure à la cuisse. Il faut retenir, Yacouba, que pour les 45 premières minutes, on a constaté un jeu très très haché avec beaucoup de fautes ciblées par l'arbitre. Il faut dire également que les deux coachs ont profité de cette rencontre pour effectuer des changements, 2 du côté nigérian et 4 du côté de la Tunisie. C'est l'habitant 1-0 en faveur du Nigeria pour cette petite finale Yacouba Ouedraogo. Alors Amdine, parlons à présent de cette grande finale, on va l'appeler comme ça, qui aura lieu vendredi entre le Sénégal et l'Algérie. Vous étiez tout à l'heure à l'entraînement des Lions de la Teranga. Sur quoi travaille spécifiquement le coach Aliou Cissé et ses poulains à 48 heures de ce rendez-vous historique? Bon, à 48 heures de la grande finale de cette 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, les Lions du Sénégal s'entraînent dans la sérénité. Ils ont effectué leur 3e et avant-dernière séance avant cette grande finale cet après-midi au terrain annexe du stade du Centre Join. Il faut dire que pour cette séance d'entraînement, les journalistes ont eu droit que à 15 minutes parce que l'entraînement était à huis clos. Mais on peut retenir que l'effectif est au grand complet. Alfred Ndiaye, qui n'avait plus, qui était forfait depuis le match contre l'Algérie, s'est entraîné pour la première fois depuis ce match. Donc, Aliou se dispose d'un groupe au grand complet et il se prépare dans la sérénité pour cette deuxième finale de l'histoire du Sénégal. Le Sénégal qui rencontre l'Algérie vendredi, vous l'avez dit, au stade international du Caire. Le Sénégal, justement, n'a essuyé qu'une seule défaite dans cette CAN et c'était face à cette même équipe d'Algérie en phase de poule. Les Fennecs ont la meilleure attaque de ce tournoi avec 12 buts inscrits. Les Lions de la Teranga, qui ont la meilleure défense avec seulement 1 but encaissé, seront privés d'un de leurs piliers défensifs, Kalidou Koulibaly. Est-ce qu'il y a des solutions de rechange qui se dégagent lors des séances d'entraînement auxquelles vous assistez? Ce match sera un duel entre la meilleure attaque qui est l'Algérie avec 12 réalisations et la meilleure défense de ce tournoi, le Sénégal qui n'a encaissé un but. Vous l'avez dit, Kalidou Koulibaly suspendu pour cumul de cartons. Il a écopé de 2 cartons jaunes, donc il sera suspendu. D'ailleurs, le Sénégal avait quand même adressé une demande de grâce à la CAF, mais malheureusement, la CAF n'a pas suivi le Sénégal dans sa demande. Donc, le Sénégal qui va jouer sans Kalidou Koulibaly. Mais ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup de solutions de revanche, puisque quand Kalidou est là, il jouait avec Salif Sané. Lors du premier match contre la Tanzanie, Salif Sané s'est blessé et il a été remplacé par qui est le capitaine de l'équipe, qui a été un joueur polyvalent qui joue le terrain et en défense centrale également. Merci. Donc je pense que ce sera la paire Cheikhou Kouyaté et Sané qui vont jouer. Il y a un autre joueur
Pape Aliou Cissé qui joue en Grèce, un bon libéro, mais comme il n'a pas encore... Oui. Amdine Si, donc, en direct du stade Al-Salam du Caire. Donc, vous le disiez, il y a Cheikhou Kouyaté, il y a Salif Sané et bien d'autres, bien sûr, joueurs qui pourront remplacer ce fameux Kalidou Koulibaly, indispensable dans cette défense sénégalaise. Eh bien, on va passer à autre chose. Les joueurs préparent cette finale. Les supporters, eux aussi, ceux algériens étaient à la séance d'entraînement des Fennecs aujourd'hui et ont donné de la voix. Suivez. La Coupe d'Afrique! La Coupe d'Afrique! Jamais tout le monde! On va gagner! Et Sadio Mani, au plaisir, Inch'Allah. C'est notre coupe. C'est nous qui va gagner cette coupe. On va la gagner 3-0. Je suis venue ici pour supporter l'Algérie, bien évidemment. Ça fait 29 ans qu'on attend ça, j'en ai 28. C'est le moment idéal. Et du coup, je vais représenter tout le monde, ma famille, le peuple, tout le monde. L'Algérie vient un très très grand moment, bien sûr. Et on en fait partie. On en fait partie. Est-ce que l'équipe tire sa force aussi de là? Bien évidemment. Toujours dans l'actualité sportive africaine, la finale de la Ligue africaine des champions se jouera désormais sur un seul terrain, disons, dit neutre, et sur un seul match à partir de 2020. Ainsi en a décidé la CAF, dont le comité exécutif s'est réuni ce matin au Caire. La même décision a été prise pour la Coupe de la Confédération. Un appel d'offres sera lancé pour désigner les villes hôtes de ces rencontres. L'ancien format prévoyait une finale en manche aller et retour. Ce changement répond à la polémique née de la dernière finale de la Ligue des Champions entre le Wydad Casablanca et l'Espérance sportive de Tunis. Un match retour à rejouer sur terrain neutre et à une date encore à déterminer en raison de la panne de l'assistance vidéo à l'arbitrage lors de la manche retour à Tunis. Voilà, Jacques, on s'arrête ici. Je me demande ce qu'on va faire après la CAN. Il y aura toujours du sport. Il y aura toujours du ballon, comme vous aimez le dire. Il y aura toujours du ballon, comme on le dit. Comme vous le dites. Merci bien, Yacouba Ouedraogo. Merci à vous. À demain. On va parler d'une nouvelle un peu triste maintenant. Le monde musical qui est en deuil depuis hier. Quelqu'un qui était bien apprécié sur le continent africain. Eh bien, l'un de ses plus grands tubes planétaires, Assim Bonanga, comprenez, nous ne l'avons pas vu, en langue zoulou, est dédié à Nelson Mandela, le héros de la lutte anti-apartheid. Le Sud-Africain Johnny Clegg est décédé hier des suites d'un cancer à l'âge de 66 ans. Son pays lui a rendu hommage aujourd'hui. Davantage avec Zili Diko. Surnommé le Zoulou blanc, Johnny Clegg avait puisé dans la culture zoulou son inspiration pour créer une musique mêlant rythme africain et pop occidental. En 1982, son album Scatterlings of Africa l'avait propulsé en tête des hit parades en Grande-Bretagne et en France. Un de ses plus grands tubes planétaires, Assim Bonanga, nous ne l'avons pas vu, en langue zoulou, est dédié à Nelson Mandela, héros de la lutte anti-apartheid. Well, first and foremost, it's very tragic to lose such a great artist and Tout d'abord, c'est une tragédie de perdre un si grand artiste et un tel modèle pour notre pays. Johnny Clegg était l'un des artistes les plus culturellement diversifiés au monde. Son style de musique était unique, un mélange à la fois racial et culturel. Musicien engagé, Johnny Clegg a incarné avec ses chansons la résistance à l'apartheid dans un premier temps, puis la réconciliation. C'est extrêmement triste. Il laisse derrière lui un énorme héritage. Les générations à venir doivent en prendre de la graine. Je pense que ses fils vont faire un travail remarquable. Je me souviens des jours où, avec sa musique qui brisait les barrières de l'apartheid, il avait été arrêté à plusieurs reprises. Cela ne l'a pas empêché de faire ce qu'il aimait tout en luttant contre l'apartheid. Sur scène, les concerts de Johnny Clegg relevaient de la prouesse physique avec des chansons et des danses effrénées. Le chanteur et danseur, qui souffrait d'un cancer du pancréas, avait récemment fait une tournée mondiale d'adieu. Jusqu'au bout, il est resté un homme de scène et un combattant pour l'égalité raciale. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a salué ce mercredi la mémoire du musicien qu'il a qualifié de compatriote exceptionnel et d'icône de la cohésion sociale et de l'antiracisme.
Hommage donc à Johnny Clegg. Et voilà, point final à ce journal. Merci d'avoir été des nôtres ce soir. Rendez-vous demain, même heure, même endroit. C'était Jacques Aristide à Washington. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne soirée. Merci, à demain. 9, 8, ignition sequence start. Engines on. 5, 4, 3, 2, 1. All engines running. Launch commit. Liftoff. We have liftoff.